On avait dit, en faisant écho aux paroles de Friedrich Nietzsche, que l'homme était un pont entre l'animal et le surhomme, c'est-à-dire une sorte de transition. Et en même temps, il nous dit de perdition. C'est un stade intermédiaire pour arriver justement à ce dépassement de l'humanité. Mais si on interprète la pensée nietzschienne dans le sens qu'il faut, ce dépassement de l'humain, c'est pas un oubli de l'humain. C'est au contraire établir une puissance humaine. Et cette puissance humaine, elle est seulement possible si on trouve au corps de l'animal ce qui est le plus humain et qu'on a oublié dans cette sorte de course folle du progrès. C'est justement la sensibilité. Antonin Artaud, pour essayer de définir la sensibilité, il l'a posé dans ces termes. Sensibilité, poil hérissé. La chair de poule, on dit. Et c'est seulement les animaux qui s'hérissent, qui ont cette sorte de sensation dans son extrême de sensibilité. Dès lors, l'animalité semble reprendre la place qu'elle avait perdue face à l'histoire. Avec la crise de l'humanitas, l'animalité devient une option parmi d'autres. Mais c'est l'option. Le devenir animal serait alors une stratégie de survie dans nos sociétés capitalistes et néolibérales. L'art est une possibilité vers l'animalité, l'imaginaire collectif, la littérature, le théâtre, la poésie, la danse, le cinéma. Dans l'art de l'Antiquité, les animaux, car il n'y a pas un animal, mais des animaux selon Derrida, cohabitent avec les êtres humains dans un véritable mariage ou une véritable alliance. Par exemple, il existe un dialogue mythique entre un héros et un animal fabuleux. Édipe parlant avec les sphinx. Ces dernières, moitié femme et moitié bête, posent une question au héros. La question, elle est très intéressante. Quel animal marche à 4 pattes le matin, à 2 pattes à midi et à 3 pattes le soir? Édipe lui répond, l'homme. En effet, l'être humain dans son sens large est un véritable animal. Et l'énigme est révélée à l'être humain par une bête humanisée. Depuis la préhistoire, l'histoire de l'art est traversée par de multiples références aux animaux. Le premier artiste essayant d'attirer les bisons, les cerfs, les mammouths et d'autres proies dans son rituel symbolique afin de les attraper avant la chasse. Les représentations préhispaniques en Amérique latine montrent les figures animales se confondant harmonieusement avec l'être humain dans la nature, comme les serpents à plumes au Mexique, ou encore les figures chamaniques faisant naître l'homme jaguar en Colombie. Dans la Grèce antique, les représentations d'animaux comme celle de la porte des lions en Crète, les figures fabuleuses, Minotaure, Pégasus, Sirène, Centaure, Chiron, ou les animaux mythologiques, magnifiquement représentés dans les sculptures, dessins et peintures, nous donnent une idée juste à ce temps où il existait un lien essentiel et solide entre l'humain et l'animal. En Extrême-Orient, les singes du dragon
les signes du dragon, les célèbres lions ailés de la tombe de Xianjing, les portes des temples persans ou encore les caractères du zodiaque chinois trouvent également leur équivalent en Occident. L'Égypte ancienne est peuplée de figures colossales, de démiurges, des sphinx, des dieux à tête de chien, aussi que des oiseaux comme Ra, la divinité solaire à tête de faucon. C'est pendant l'Empire romain que l'animalité se confronte à l'humanité. Oui, les Romains qui ont appuyé une sorte d'idée de démocratie et de droit dans lesquels on est toujours là-dedans. Les représentations des batailles, des combats, des chasses organisées par l'empereur montrent une grande variété d'animaux importés d'Afrique pour les fêtes sanglantes et les divertissements du peuple dans les colisées où les gladiateurs et les esclaves affrontaient des panthères, des éléphants et des lions. De même, la tradition catholique, la représentation du poisson, de la colombe et de l'agneau, symbole du christianisme, font office de sacrifice, et celle de l'homme chèvre ou de l'homme bouc représente le mal et incarne la figure du diable dans l'imaginaire chrétien, et ces images traverseront tous les Moyen Âge. Mais il y a une œuvre magnifique qui donne sens à cette quête de l'histoire de l'animalité. Avec son triptyque Les Jardins de Denise, Jérôme Bosch montre de manière magistrale cette histoire de l'animalité. Dans les tableaux, on ne peut pas oublier que c'est une sorte de triptyque. En réalité, c'est un meuble qui est exposé au Prado à Madrid, un meuble qui se replie sur soi-même, et quand il est fermé, c'est une représentation du monde qui est magnifique, et quand il s'ouvre, on voit un triptyque. Dans la représentation du tableau de gauche, l'homme et la femme habitent en parfaite harmonie, au sein d'un paradis, le Éden, où les humains sont loin des animaux. Chacun a sa place. Lorsqu'un animal humanisé, le serpent démon, offre à Ève, la femme originelle, les fruits de l'arbre de la sagesse, ils sont alors chassés du paradis. Parce qu'on connaît l'histoire. Ève, très curieuse, tend l'oreille vers cette bête qui est humaine parce que parle et l'offre la possibilité de connaître. Et la première connaissance, c'est se découvrir nu comme les animaux. Comme l'a fait Derrida en sortant de sa salle de bain, de son toilette, il retrouve son chat qui la regarde avec des grands yeux, et enfin, tous les deux, ils peuvent commencer à dialoguer parce qu'ils sont complètement nus dans ces sortes d'égalité. Dans le tableau central, l'artiste démontre que les animaux et les humains commencent à se mélanger dans une sorte d'orgie pour finir dans le troisième tableau, l'enfer. Au milieu, c'est une fête. Les animaux et les humains se touchent, on ne peut pas différencier l'un de l'autre, les corps ne sont pas distants. Cette expulsion du paradis, c'est plutôt une joie. Tout se confond. Les animaux, ils deviennent humains dans une sorte de fête orgiastique, et les humains deviennent des animaux. Et nous oublions ces sortes de hiérarchie qui les fait marcher à deux pattes. Dans les tableaux centrales, alors, on voit ces sortes de fêtes d'orgie, et dans les tableaux de la droite, l'enfer, on voit la domination de l'animal sur l'humain, où les animaux humanisés dévorent les corps nus des humains. Après, il est de fait qu'ils vont dans une sorte de trou noir avec des flammes. C'est l'imaginaire de l'enfer. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est comment les animaux vont dominer cette sorte de condition de l'humanité.
C'est pour nous ce tableau magistral pour cette histoire de l'animalité. En Inde et en Afrique, différentes traces de ce dialogue sont également repérables. Ganesh, le dieu à tête d'éléphant, démontre aussi cette symbiose fondamentale. Bref, la liste serait extrêmement longue. Et tous ces exemples révèlent la grande route parcourue par les animaux dans l'histoire de l'image et l'imaginaire collectif de l'humanité. L'art contemporain dénote aussi ce rapport très ancien, de Matthew Barney à Renata Suchain, en passant par Joseph Beuys, Oleg Kulik, Maria José Arjona, entre autres. Oleg Kulik, par exemple, complètement nu, se transforme en chien. Il sort dans la rue en aboyant sur tous les passants le jour de vernissage de son exposition. Dans sa performance Reservoir Dog, réalisée en 1995, l'artiste devient un animal, réaffirmant cette idée faisant écho à la pensée de Nietzsche. The animal thinks. Stratford existed. Finalement, pensons aux œuvres d'artistes contemporains, telles que les sculptures en ballon gonflé à la lune de Jeff Koons, Rabbit, Ballon d'Oc rouge, etc. Ou encore le monde animal Scorpion-Lièvre de l'artiste mexicain Toledo. L'art contemporain semble par ailleurs insister sur le fait qu'il ne s'agisse pas seulement d'accepter l'animal, mais aussi de prendre conscience de notre condition animale. Ce point de vue tend à les positionner sur le plan d'une certaine similitude et ressemblance. Comme l'énonce Deleuze et Guattari, le devenir animal est une transformation radicale. Ce n'est pas l'animal qui devient humain, c'est l'être humain qui est animalisé, ou plutôt celui qui prend conscience de son animalité en tant que condition nécessaire à l'équilibre existentiel. Le réveil de Gregorio Samsa, un petit matin, complètement surpris, il voit son ventre vallonné, il voit plus ses jambes et ses bras, mais à la place des petites membres maigres qui se ressemblent à un insecte. Il découvre justement qu'il devient une sorte de vermine. C'est une fantaisie, un réveil, c'est la réalité. Kafka, dans la métamorphose, nous offre un exemple magnifique. Et il y a tant d'autres dans le cinéma. Et The People Cat, avec la magistrale interprétation de Natasha Kinski, où cette femme devient une sorte de panthère, dans cette sorte de réalité où la passion dévore de l'amour et fait sortir cette pulsion sauvage équiparée à la panthère noire, à cette idée du sauvage. La sauvagerie, les vents sauvages résonnent ici. À une époque où cette idée de civilisation, on va revenir à toucher ce sujet plus loin, a été complexe parce qu'on a soumis une bonne condition des humains à la condition animale, mais dans un sens négatif, pour pouvoir leur dominer, pour pouvoir les exterminer, pour pouvoir leur vendre, pour pouvoir leur chasser, pour pouvoir leur faire travailler dans une condition d'esclavage, comme les animaux, parce qu'on n'avait pas cette condition d'égalité avec les animaux. On les sacrifie aux êtres humains comme on sacrifie aussi les animaux. Voilà, on arrête là le deuxième volet de cette petite histoire de la animalité.